Bonjour à Oui, tous. fermé, Nous ouais. allons démarrer notre webinaire. Bonjour à tous. On laisser le temps aux gens de s'installer. Donc, bienvenue à cette conférence qui est organisée dans le cadre du salon Top Recrutement. Ce salon est le salon du groupe InfoPro Digital. Excusez-moi, j'avais éteint normalement. Ça sonne. Il se tient jusqu'à ce soir en ligne. Avant de démarrer, je précise aux candidats qui sont en train de s'installer dans la salle que vous pouvez poser des questions en ligne. Vous avez un chat sur le côté, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. On les prendra soit pendant les interventions, soit de toute façon en fin de conférence. On essaiera de répondre au maximum de questions. Donc cette conférence, elle est consacrée aux commerciaux. L'idée, c'est de vous donner les conseils en fait pour comment on réussit sa carrière quand on est commercial. Alors évidemment, il faut déjà être un bon commercial, ça c'est une évidence. Encore que qu'est-ce que ça veut dire être un bon commercial? Et au-delà de ça, il faut pouvoir évoluer toute sa carrière et comment on va pouvoir réussir sa carrière, évoluer tout au long des années. Ce qui suppose de sortir du lot, savoir se vendre, entretenir un réseau, enfin bon, tout un tas de paramètres. En tout cas, il faut être proactif, ça c'est évident. Et donc nous avons invité avec nous sur ce plateau monsieur, je vais commencer par les femmes, pardon, Madame Sarah. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes consultante, coach certifiée HEC, vous êtes aussi membre du réseau Expert Active et vous êtes vous-même une ancienne directrice commerciale. Et nous apportez votre regard multiple. Et à vos côtés, Monsieur Capel, Cyril Capel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur donc, du cabinet de recrutement CCLD qui est spécialisé dans les secteurs commerce, distribution et vous êtes en charge plus spécifiquement de l'activité conseil. Donc tous les deux, vous allez nous apporter vos différents regards et essayer de donner des conseils aux candidats qui nous écoutent. Alors je vais commencer par vous, Madame Bonneau. Je répète pour les derniers arrivés, parce que ça ne cesse d'arriver. Donc vous êtes coach certifié HEC, membre du réseau Expert Active, vous-même ancienne directrice commerciale. Alors dites-nous, c'est quoi un bon commercial? C'est quoi les compétences clés d'un commercial? Alors la première chose, un bon commercial, c'est déjà quelqu'un qui a des résultats. Voilà. Mais en dehors des résultats et de la maîtrise des techniques de vente, c'est aussi, surtout, et je pense que Cyril va me rejoindre, des soft skills, comme on dit. Un certain nombre de compétences et de savoir-être qui sont comme l'écoute, l'assertivité, la pugnacité et la résistance à l'échec, par exemple. Et voilà, être un bon commercial, c'est savoir se relever après chaque échec commercial parce qu'on en a tous les jours. C'est aussi une capacité d'adaptation, c'est à la fois s'adapter aux changements qui sont courants dans les entreprises et dans les organisations, mais aussi s'adapter à son marché, et les marchés sont toujours en totale évolution. Pour évoluer, parce qu'il faut aussi évoluer. Comment, parce qu'on débute, on est jeune commercial, on a peut-être des bons résultats, etc. Mais comment on va pouvoir évoluer? Ouais. Alors évoluer, c'est se rendre en dehors d'avoir des résultats, c'est aussi se rendre visible et rendre ces résultats visibles dans l'organisation. Puisque des fois il y a des bons, mais ils font, c'est pas pour le coup, c'est pas vivons heureux, vivons cachés. C'est si on veut évoluer, il faut être visible, et à la fois visible en interne dans l'entreprise. Donc c'est comment je communique sur mes résultats et comment je fais plus aussi que ce qu'on attend de moi. Donc comment je participe à des groupes projets, comment je suis proactive pour développer des façons de faire, des marchés, des bonnes pratiques qui vont dans le sens de la stratégie de l'entreprise, et comment je communique dessus. Mais c'est aussi être visible à l'extérieur de l'entreprise. Donc comment je communique aussi mes résultats, mes compétences, etc., en dehors aussi de l'entreprise. Et ça peut être aussi bien au niveau de ses clients, au niveau de ses concurrents, au niveau de ses fournisseurs. Comment aussi je suis visible aussi sur les réseaux sociaux. Si par exemple, souvent les commerciaux, il y a des challenges commerciaux, etc., comment je communique dessus. Voilà. Et c'est également aussi comment je fais part aussi à
à l'entreprise que je souhaite évoluer. Parce que le manager, il n'est pas censé deviner des volontés ou des velléités de progression. Et puis, il s'est posé la question sur quoi évoluer. Il y a parfois des évolutions sur la fonction commerciale. On peut passer de commercial terrain ou téléopérateur commercial terrain à des postes de key account manager. C'est pas les mêmes compétences, mais on peut avoir ces évolutions au sein d'une même entreprise. Ensuite, ça peut être une évolution sur des postes managériaux. Donc là, c'est des postes de manager, de directeur des ventes, enfin de responsable des ventes, de responsable du développement, voire de directeur commercial. Ou voire il y a beaucoup de commerciaux en passant par des postes de DIRCO qui finissent dirigeants d'une entreprise. Après, voilà, bon commercial ne veut pas dire bon manager. Et c'est souvent une erreur qui est faite dans les entreprises. C'est quelqu'un qui a des bons résultats, on le promeut sur un poste managérial sans accompagnement. Où c'est là que la dimension de coaching est importante sur formation managériale et coaching, par exemple, à la prise de poste. Surtout quand on hérite de la même équipe. C'est ce qu'on voit aussi dans les entreprises sur les fonctions commerciales. Vous avez le bon commercial qui devient d'un seul coup, du jour au lendemain, le manager de ses anciens collègues. Là, c'est globalement la pire situation. Et parfois, il faut savoir évoluer aussi en dehors de l'entreprise. Même si on peut être attaché à notre entreprise, etc. L'organisation, la taille de l'entreprise, la croissance de l'entreprise, le marché de l'entreprise peut faire que l'évolution interne n'est pas possible. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à être aussi proactif sur les autres entreprises et regarder ce qui se fait sur les autres entreprises et postuler sur des postes managériaux dans d'autres entreprises. C'est majoritairement, mais Cyril nous dira ça, ce qui se passe en général sur des évolutions managériales. Souvent, ça se passe aussi en promotion externe, plus qu'en promotion interne. Vous conseillez aux candidats qui nous écoutent, aux gens qui sont déjà commerciaux mais qui ont envie d'évoluer, leur conseillez de penser quelque part dès les premières années, de penser à leur évolution future et donc de se créer un réseau, de faire connaître leurs résultats, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Ah ouais, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Il faut pas attendre d'avoir 40 ans pour se dire tiens, ce serait bien que je passe à autre chose ou 35 ans. Non, le réseau, c'est vraiment le réseau, ça prend du temps. Le réseau, ça se construit dans le temps. Et donc, et c'est des compétences particulières, donc il faut travailler régulièrement son réseau dès maintenant. Et il y a des compétences qui s'acquièrent tout au long de la carrière. Et donc, il ne faut pas hésiter à se former aussi tout au long de sa carrière. C'est vraiment hyper important. Et alors vous avez un parcours, vous êtes, vous-même, vous avez un parcours, vous étiez directrice commerciale, vous êtes devenue coach. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Oui, alors moi, rien me prédestiné. Ouais, j'ai fait des études d'économie. J'étais responsable de rayon chez Decathlon. Ensuite, je me suis dit que j'allais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'ai été 6 ans directrice d'agence dans l'intérim et le recrutement. Et ensuite, je suis rentrée au sein du groupe Securitas en tant que responsable régional des ventes sur une activité. Donc, comme quoi on peut réussir aussi quand on est femme. Donc là, je passe un message particulier pour toutes les femmes qui nous écoutent. Ça fait sourire Cyril. Mais c'est important aussi souvent, parce que les femmes postulent pas, elles postulent pas forcément aux annonces si elles correspondent pas à 100% de l'annonce. Et on peut évoluer, même s'il y a très peu de femmes directrices commerciales, encore moins dans la sécurité privée, mais on peut aussi évoluer. Et alors Mais qu'est-ce que j'ai vous fait 13 ans dans la même entreprise, voilà. Mais c'est presque trop. non, avec vous avez l'expérience. En plus, aujourd'hui, vous êtes coach, certifié HEC. Enfin, vous avez donc un double regard, voire même plus. Quel conseil, enfin, rétrospectivement, qu'est-ce que vous avez fait de bien ou de pas bien pour un peu donner des pistes aux candidats qui nous écoutent? Est-ce que vous avez bien entendu votre réseau? Enfin, quelles ont été en fait les clés? Mon réseau, ça n'a pas été forcément ce que j'ai fait de mieux, mais finalement, je me rends compte que là, j'ai ouvert mon cabinet il y a quelque temps et finalement, c'est mon réseau aujourd'hui qui m'a permis de développer mon cabinet très rapidement. Donc, vous voyez comme quoi c'est important. Il
il faut surtout s'attacher à faire les choses correctement. Alors, j'ai jamais été carriériste, alors pour le coup, j'ai fait carrière, mais sans être dans une dynamique carriériste, hein, mais que ce soit d'un point de vue managérial ou des résultats, j'ai jamais été politiquement correcte non plus. Mais je me suis toujours attachée à voir les résultats et d'être en phase avec la stratégie aussi de l'entreprise. Donc en Et de fait, communiquer là-dessus, voilà. les mots-clés, c'est quoi? C'est le réseau, c'est la formation et c'est, les C'est la résultats? Mmh. formation, c'est les résultats, c'est la formation, c'est se remettre en cause aussi de manière permanente et c'est aussi se renouveler. Voilà. Et, voilà, ça évolue très vite et il faut se renouveler en permanence et être curieux de tout. Voilà. Avec la mobilité qui est quand même un facteur clé. Vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux évoluer dedans ou dehors, enfin ou en dehors? Il y a même s'il y a pas de Ouais. règles strictes, Mm. Il faut être souple et un peu dans les métiers du commerce, il y a tellement en fait de profils commerciaux qu'il faut savoir aussi ce pourquoi on est bon. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont être très bons en fidélisation. Il faut qu'ils soient là-dedans. Il y a plein d'enjeux un bon commercial dans une bonne entreprise peut faire un très mauvais commercial dans une autre. donc vous Parce que ça incitez va être. les gens à faire excusez-moi, Mm. à faire un peu un diagnostic de soi-même et de savoir vers, Ouais. Et c'est ma casquette coach, c'est déjà se connaître soi-même. Ça, c'est vraiment important. Parce que se connaître soi-même, ça permet aussi de travailler sur ses points forts et valoriser ses points forts. Et pas les points faibles, et pas travailler sur ses points faibles comme on l'entend beaucoup. Déjà travailler ses points forts et c'est aussi faire preuve d'assertivité, ouais. Assertivité et pugnacité. écoutez, merci déjà pour cette première, approche, très concrète et très Avec précise. plaisir. Je me tourne vers Cyril Capel et après on pourra revenir ensemble lors d'un échange, entre la salle et vous. Donc vous êtes cofondateur du cabinet de recrutement CCLD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est spécialisé dans les secteurs du commerce, de la distribution, et vous êtes plus spécifiquement en charge de l'activité conseil. Déjà, peut-être expliquez-nous pourquoi vous avez créé ce cabinet, parce que c'est peut-être aussi une des clés des réussites. Ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, effectivement, comme pour ça, il y a pas quelque chose forcément qui me prédestinait à créer au départ un cabinet de recrutement. Mais en fait, à la fin de mes études, qui étaient aussi des études d'économie, hein, comme quoi ça arrive, voilà, ça mène à tout. J'ai moi aussi voulu faire quelque chose. Alors sur cette activité commerciale, pourquoi spécifiquement? Parce que en parallèle de mes études, j'ai travaillé à l'OFUP. Alors les étudiants aujourd'hui connaissent plus ou quasiment plus cette entreprise, mais à l'époque elle était très connue. C'était de la vente d'abonnements en magazine aux étudiants à tarif étudiant. Et avant d'intégrer cette société, moi j'avais une très mauvaise image de l'activité commerciale, mais comme beaucoup de gens, hein, pour moi les commerciaux c'était plus ou moins des escrocs, des vendeurs de tapis. Enfin voilà, politiquement je suis issu d'une famille d'ouvriers qui était très 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 à gauche. Voilà. Et donc, les commerciaux, c'était pas forcément des personnes qu'on avait envie d'approcher. Or, quand en fait, je me suis retrouvé à travailler dans cette société et que je me suis aperçu en fait que l'activité commerciale, c'était pas vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, mais plutôt accompagner dans l'achat les personnes et donc du coup apporter un service, apporter quelque chose de valorisant, valorisable et qui peut apporter de la valeur aux personnes. Je me suis dit bon, ok, on peut tous se tromper. J'ai fait cette erreur et j'aimerais bien réussir à aider d'autres personnes à aller vers cette fonction qui peut être une fonction vraiment passionnante. Et donc, avec mon côté passionnant, mon envie de partager cet enthousiasme, j'ai décidé de créer cette société. Alors, CCLD, c'est les initiales des deux cofondateurs dont je fais partie et qui, effectivement, très rapidement, a été spécialisé sur les fonctions commerciales. Et on a fait, et on fait d'ailleurs encore aujourd'hui, entre 1500 et 2000 recrutements par an sur la partie recrutement de commerciaux pour les entreprises. Et donc, le côté enthousiaste, on le retrouve dans le poste que je me suis créé, parce que l'avantage de créer une entreprise et de l'avoir créée il y a 20 ans, c'est qu'on pouvait se créer les postes qu'on avait envie de se créer. Hein. Et donc, dans l'entreprise, je me suis très rapidement dit que je n'allais pas être, j'en sais rien, dirigeant, gérant, associé, enfin, appelons-le comme eux. Et je me suis fait appeler le HOPE de CCLD. C'est Head of People and Enthusiasm. Voilà, l'idée, c'était de dire, je souhaite, et mon travail en tant que dirigeant, et ou mon travail en tant que commercial, c'est d'apporter de l'enthousiasme, à un moment donné, du plaisir à mes clients, parce qu'en fait, c'est ce plaisir qui permet de s'engager
et qui permet en réalité d'être performant dans la durée en travaillant ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de faire depuis 20 ans. Et donc, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, entre-temps, et l'année dernière, moi, j'ai vendu la partie cabinet de recrutement à une société d'intérim. Donc, comme quoi, Sarah, voilà, on a des parcours qui peuvent être assez proches. Hein. Et depuis, je peux me consacrer véritablement à une activité conseil au sein du cabinet qui promeut l'engagement des talents. Et donc, le côté engagement fait que je travaille beaucoup, effectivement, sur la partie commerciale et management commercial. Alors, quelles sont selon vous, même question qu'à Sarah Bonneau, quelles sont selon vous les compétences clés d'un commercial? Parce que je crois que vous avez créé au sein de votre cabinet un référentiel, en tout cas, référentiel. un répertoire qui répertorie justement ces compétences. Et oui, Alors, en fait, vu qu'on était spécialisé, oui, vu qu'on était spécialisé sur ces métiers, il a fallu à un moment donné qu'on explique pourquoi, a priori, on savait les repérer les talents commerciaux. Et donc, on a créé un référentiel de compétences autour de 7 qualités, disons-le, et que j'ai fait exprès de mettre autour du mot respect. C'est un acronyme, hein, autour du mot respect. Respect, pourquoi? Parce que pour être commercial, mais on le disait tout à l'heure, il faut déjà se respecter soi-même. Tout le monde ne peut pas être commercial, voilà. Et il y a un vrai respect des autres à avoir dans l'engagement qu'on va avoir pour réussir. Et donc, les 7 lettres en fait de respect, alors les 3 premières lettres en fait sont les éléments d'intelligence qu'il faut mettre en œuvre pour réussir dans une activité commerciale. Donc, c'est les intelligences relationnelles, émotionnelles et situationnelles. Donc, relationnel, c'est cette capacité à créer du lien avec les autres. Bon, après, on a 3 dimensions à l'intérieur, je ne rentrerai pas dans le détail, mais restons déjà sur cette capacité à créer du lien et cette envie de créer du lien sur l'intelligence relationnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette intelligence qui nous permet, et je rejoins ce que disait Sarah tout à l'heure, de mieux se comprendre, ensuite d'être capable de comprendre les autres et ensuite d'avoir cette capacité de comprendre les relations qui se jouent, des relations interpersonnelles entre les différentes personnes. Et le bon commercial évolue tout au long de sa carrière autour de ces 3 formes d'intelligence émotionnelle. Et la 3e forme d'intelligence, le S, donc de respect, c'est l'intelligence situationnelle. Donc, cette agilité, en fait, et cette capacité à passer dans la même journée, d'être capable d'accompagner ou de vendre un col blanc quelque chose, et dans la même journée, un col bleu, de pouvoir s'adapter, en fait, à différentes situations. Donc, ça, c'est vraiment les 3 formes d'intelligence dont il faut faire preuve au départ pour l'activité commerciale. Ensuite, on y a rajouté 3 qualités indispensables pour réussir. En fait, les 3 qualités, le P de respect, on a mis derrière le mot pédagogie. Pédagogie, pourquoi? Parce que celui qui réussit aujourd'hui, en fait, a un très bon sens de la communication. Alors, c'est notre ami Steve Jobs qui a créé la présentation en 3 points, qui a apporté cette dimension communication qu'on trouve aujourd'hui un peu partout, mais dont les commerciaux sont obligés, en tout cas, d'avoir cette capacité-là. Alors, pourtant, c'est quelque chose de vieux. Léonard de Vinci disait déjà à l'époque, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Voilà. Le commercial, en fait, doit avoir cette capacité-là au niveau pédagogie, au niveau information, communication. Ensuite, le E de respect, c'est l'enthousiasme. Donc là, on retrouve la partie de hope. Donc, je suis toujours content de pouvoir en parler. Mais en fait, ce qu'on a mis derrière ce côté enthousiaste, c'est le côté positif du commercial. Hein. Un commercial, faut pas se leurrer. Son métier est difficile. Il prend des portes, en fait, toute la journée, ou beaucoup. Et en fait, à chaque coup de fil… à résister à l'échec. Exactement. Et donc, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur le côté résilience. C'est-à-dire que derrière l'enthousiasme, qu'on met en mode positif quand on parle d'enthousiasme, en fait, c'est cette capacité à résister à l'échec ou au moins à rebondir, à savoir rebondir face à l'échec. Et donc, la résilience qu'on met derrière cette partie enthousiasme. Et le C de respect, c'est la partie client focusé. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis derrière la partie client focusé? En fait, c'est la capacité du commercial à se sortir de l'activité PAC, entre guillemets, qu'on peut avoir sur Internet. C'est-à-dire que si le commercial n'avait pas cette intelligence de faire du prêt-à-porter ou du sur-mesure, en étant client focusé, donc en étant à l'écoute de son client et à adapter ce qu'il est en train de faire, en fait, tu n'aurais plus besoin de commerciaux. Et il suffirait qu'on présente nos produits ou nos services sur Internet et tout se ferait tout seul. Donc, heureusement que ça n'arrivera pas. En tout cas, je touche du bois quand je dis ça. L'objectif, c'est bien qu'il y ait toujours l'humain derrière qui puisse apporter ça. Et enfin, tous ces éléments-là fonctionnent pas ou ne fonctionneraient pas s'il y avait le T de respect dans lequel nous on a intégré la capacité en fait à traiter l'information. C'est quelque chose qu'on avait oublié en fait, parce que quand on parle d'évaluation des commerciaux, il y a 50 ans en arrière, on nous expliquait qu'en gros, quelqu'un qui n'avait pas un QI élevé ne pouvait pas réussir.
Et puis après, on a parlé de quotient émotionnel. Et donc, on a dit, OK, le QI ne sert plus à rien. Ce qui est important, c'est uniquement cette partie émotionnelle. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, pour un bon commercial qui doit réussir, enfin qui peut réussir et qui va évoluer, en fait, il faut les deux. Il faut qu'il ait cette capacité à un moment donné à raisonner et il faut en plus qu'il ait ce quotient émotionnel particulièrement développé pour pouvoir évoluer, en tout cas dans un univers aujourd'hui qui est un univers de la communication et un univers de l'émotion. Écoutez, merci pour le respect. Donc, on voit bien les compétences qui sont quand même assez larges. Je les répète, peut-être relationnel, émotionnel, situationnel, pédagogie, enthousiasme, client focusé et traiter l'info. Je crois que c'est ça, je n'ai pas oublié. C'est ça, exactement. Parfait. Donc ça, c'est les compétences clés du commercial, en fait, les qualités requises pour répondre à une des questions de nos interlocuteurs, de nos auditeurs, pardon. Et alors, une fois qu'on a ces qualités-là, on peut être... J'en rajouterai une peut-être. Allez, je prends. L'écoute. Voilà. L'écoute, on en parle tout le temps, mais c'est une des compétences fondamentales. Il y a cette espèce de vulgarisation en France où on dit « Oh, ça va être un bon commercial, qu'est-ce qu'il y a à la tchatch ?» alors c'est exactement le strict opposé. C'est pas parce que vous avez la tchatch que vous êtes un bon commercial. Il y a de grandes chances que si vous êtes dans ce cas-là, vous en soyez un mauvais. Puisque la première compétence, c'est vraiment d'être écouté, mais d'avoir une vraie écoute active et d'être curieux. Si on arrive et qu'on ouvre son catalogue en disant voilà ce que j'ai à vous proposer, sans s'intéresser à l'entreprise, sans s'intéresser à l'interlocuteur, aux enjeux de l'entreprise, ça marche pas, quoi. Et donc, je rajouterai l'écoute qui est fondamentale, et on a plein de commerciaux qui écoutent pas. Le nombre de fois où je vais dans une boutique où je vais ressortir, quand je ressors, j'ai envie de re-rentrer pour dire si vous m'aviez posé, parce que l'écoute, elle est liée aussi à la question, à la questiologie, qui est vraiment une compétence à acquérir sur comment je pose des questions pour avoir les bonnes réponses. La majorité des gens ne savent pas poser des questions ouvertes. Faire appel aux questions maïeutiques. Voilà, les questions ouvertes. Exactement. Qui, que, quoi, en, où, comment, mais encore, c'est-à-dire. Voilà. C'est fondamental. Et c'est en général la moins bonne des compétences qu'on voit. Et souvent, quand on a quand nous, je partage ça avec nos collaborateurs, parce qu'on est une centaine aujourd'hui dans le cabinet, donc, et on a des petits tips comme ça qui reviennent régulièrement dans le cadre de nos interventions. Souvent, pour faire passer le message que l'écoute est très importante, on met l'image de l'être humain qui a 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'il parle. Le commercial, il faut juste qu'il se rappelle toujours ça, quoi. On a 2 oreilles et une bouche. Oui, commercial, c'est à l'encontre finalement, le vrai commercial et le vrai non commercial est à l'encontre de tous les clichés qu'on peut avoir sur ce métier, en fait. Quoi, exactement. Un bon commercial, c'est moins il a l'air de vendre, plus il vend. Retenez bien ça. Et donc, là, c'est pour être un bon commercial, et ensuite pour être un commercial qui évolue, puisque l'intitulé de cette conférence, c'est comment réussir sa carrière. Et un bon commercial, et ensuite on veut évoluer, on veut continuer à être soit un bon commercial, soit évoluer autrement. Pour vous, comment on peut évoluer? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'évolution et quelles sont les compétences en plus, supplémentaires, qu'il faut pour pouvoir évoluer et faire carrière, en fait? Alors, sur le comment, j'ai envie de dire que ce que disait Sarah, qui est une preuve en tout cas des évolutions. Alors moi, en plus, j'ai un stéréotype positif sur les femmes, donc c'est pour ça que je souriais tout à l'heure on peut être une femme et réussir. Bon, voilà, j'ai été le premier cabinet, on a été le premier cabinet à avoir la norme ENEF Conseil en Recrutement et le label diversité, parce que justement, on était dans la promotion de la diversité, de l'égalité, etc. Donc, forcément, ça me parle. Mais donc, je vais rejoindre complètement ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 éléments qui dans le comment. C'est 1, la congruence. Et en fait, ça rejoint ce que disait Sarah sur le côté parti pris, qu'elle n'était pas carriériste, mais qu'elle avait des idées et qu'à un moment donné, elle assumait ses idées et qu'elle les portait. Donc, elle était congruente, en fait, avec ce qu'elle disait. Elle le faisait, elle le pensait. Et c'était pas des choses... en gros, qu'on l'avait obligé à faire à un moment donné, et ou à dire, elle le portait véritablement. Donc, il y a la congruence, il y a la résilience, donc vraiment cette capacité à un moment donné à rebondir face à un échec. En fait, un échec, c'est toujours une opportunité d'apprentissage. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans les écoles, on nous apprend de plus en plus, et on apprend de plus en plus aux étudiants ça. J'ai envie de dire heureusement,
il n'y a pas que des mauvaises choses qui sont arrivées avec les États-Unis, hein, parce que au départ, ça part de chez eux quand même. Mais il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, en gros, on essayait d'éviter les échecs. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que l'échec est une vraie opportunité d'apprentissage. Et le troisième point, donc congruence, résilience, le troisième point, c'est l'effectuation. Ça aussi, c'est des choses qu'on apprend maintenant depuis une dizaine d'années, parce que ce terme a été démocratisé, a été créé maintenant il y a une petite dizaine d'années. L'effectuation, c'est quoi? C'est on accepte d'apprendre en marchant. C'est-à-dire que c'est en faisant qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, il s'est passé telle chose quand j'ai fait ça, ça m'a créé telle ou telle opportunité, ça me permet aujourd'hui d'aller faire telle ou telle chose. Si on m'avait demandé il y a 20 ans où on en serait aujourd'hui avec CCLD, j'aurais dit, dans l'idéal, effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait une centaine de personnes, etc. Mais j'étais incapable de créer la moitié de ce qu'on a réalisé, en 20 ans. En fait, chaque année, je me suis reposé, comme je le fais aujourd'hui pour le développement de l'activité conseil, je me suis reposé avec des collaborateurs sur lesquels on travaille des stratégies à 6 mois, des stratégies à 1 an, des choses qu'on met en place, qu'on met en œuvre. Et si on est en mode test and learn, parfois on se plante et c'est pas grave. Et puis parfois on réussit et c'est tant mieux. Voilà. Donc c'est vraiment sur le comment. J'ai vraiment envie de dire que les 3 éléments, c'est ça. C'est la congruence. Il faut se respecter soi-même. Il faut savoir où on a envie d'aller. La résilience et l'effectuation, en faire son parti pris. Après, sur l'évolution des commerciaux, voilà, ça fait 20 ans qu'on travaille véritablement dans le secteur. Souvent, je dis qu'en réalité, il y a 3 grandes possibilités d'évolution pour les commerciaux. Il y a une évolution qui est une évolution d'expertise. Voilà. On n'est pas obligé, comme disait Sarah, d'aller vers du management, surtout si ça ne nous plaît pas, si ce n'est pas une passion, parce que c'est une vocation de manager aujourd'hui, encore plus qu'avant. Donc, l'expertise, c'est quoi? C'est se dire, OK, de ce poste de commercial, je vais peut-être évoluer vers un poste de type grand compte ou de type ingénieur d'affaires, chargé d'affaires dans l'entreprise. Et ça, c'est une évolution qu'il faut prendre en compte, parce que c'est une évolution sur laquelle on apprend véritablement, parce qu'on change d'interlocuteur et petit à petit, on devient expert dans un métier en particulier. Or, on est dans un monde de spécialistes. Donc, plus on est aussi cette capacité à un moment donné d'être expert, plus on va être reconnu dans notre métier. Et si on prend plaisir à ce qu'on fait, on sera performant, on sera content. Et c'est la route du bonheur, ou la route du bonheur, elle fonctionne aussi de cette manière-là et c'est vertueux. Deuxième… Oui. Non, allez-y, je vous laisse poursuivre. Pardon. Ouais, la deuxième possibilité d'évolution, pour moi, c'est la partie, cette fois-ci, transmission. Et en fait, on transmet soit en évoluant sur un poste de type manager, voilà, parce qu'on va être dans la transmission pour aider l'autre à apprendre, à le développer, soit sur une partie formateur, qui pour moi rejoint une bonne partie des fonctions au niveau managérial, sans la partie contrôle qui, de toute façon, va disparaître dans les années qui viennent. C'est-à-dire que le manager sera apprenant ou il ne sera plus. Et je n'ai pas dit coach, parce que c'est un vrai métier. Voilà, oui, coach. Ne galvanons pas ce mot qui est déjà bien galvaudé. On est bien d'accord. Donc, c'est vraiment apprenant. C'est la partie, pour le coup, du manager, la partie formateur, pour transmettre et faire évoluer. Et la troisième possibilité d'évolution, c'est un poste plutôt de vision, pour le coup. Et là, on est dans de la direction commerciale. C'est-à-dire que ce qu'on attend de la part du directeur commercial, c'est pas forcément d'être le meilleur manager du monde, mais on va attendre effectivement ce côté leader, cette capacité à impulser à un moment donné une vision à l'intérieur de l'entreprise et à faire avancer tout le monde pour pouvoir suivre cette vision. Donc, on a vu, il y a différentes possibilités d'évolution, comme vous venez de le dire. Quelles vont être les clés qui vont permettre justement de réussir? On a vu avec Madame Bonneau, on a parlé du réseau, de la formation. Vous rejoignez ça? Est-ce que vous ajouterez autre chose? La motivation? Enfin, je ne sais pas. C'est ça. Pour moi, en fait, la clé, en réalité, de tout ça, c'est savoir ce qu'on a envie de faire. Alors après, il faut être conscient de ses propres capacités, hein. Mais ça rejoint véritablement ce que soi-même on a envie de réaliser. On dit souvent d'ailleurs, mais alors, pour le coup là je vous parle de des choses qui c'est Mercury qui avait écrit ça. Ils avaient créé un système pyramidal où ils disaient qu'en gros chaque personne est faite de connaissances, d'aptitudes et de motivation. Voilà, les connaissances peuvent évoluer, les motivations elles peuvent évoluer aussi, parce que c'est nous qui à un moment donné, et en fait les seules choses qui potentiellement évoluent pas, c'est les aptitudes des personnes, où c'est un petit peu plus compliqué, etc. Donc là c'est apprendre à se connaître pour savoir où on en est aujourd'hui et se dire ensuite comment je vais faire pour aller chercher les éléments que je peux faire à partir des connaissances et à partir des motivations. Donc c'est une somme d'efforts pour aller chercher ce qu'on veut faire. Et on devient, alors là aussi, mais c'est
c'est presque philosophique ce que je vais dire, mais parce que c'est les religions hein, qui disent ça derrière, et j'y crois pour le coup, on devient ce qu'on pense. Et donc à partir du moment où la personne a cette capacité à un moment donné à se projeter et à dire voilà ce que j'ai envie de devenir, donc c'est du côté d'intention, là je parle à coach quand je dis ça, mais on est dans l'intention. À partir du moment où l'intention est bien posée, les éléments, par l'effectuation notamment, les éléments se mettent en place tout seuls pour qu'on puisse y arriver. Et pour vous aussi, l'évolution de carrière, enfin cette idée de carrière, on peut discuter du mot, mais en tout cas d'évolution, elle se prépare aussi bien en amont, dès les premières années? Exactement, elle se pose en intention. Et par contre, elle est pas intangible. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, je suis moi assez convaincu qu'elle doit se faire de manière naturelle et le processus de ça ne vient que confirmer voilà, mes idées, de dire quelqu'un qui est carriériste, c'est pas forcément la personne qui va réussir. Celle qui va réussir, c'est la personne qui à un moment donné posera une intention qui lui correspond véritablement, une intention congruente avec ce qu'on est et ce qu'on a véritablement envie de devenir. OK. Alors vous êtes, enfin, il y a dans la salle, on a des candidats qui sont en train qui cherchent du travail, qui passent des entretiens, et cetera. Vous animez des ateliers justement sur les techniques de recherche d'emploi. Donc on va profiter de votre présence. Quel conseil vous leur donnez? Ah bah si je dois donner qu'un conseil, c'est la petite question magique de fin d'entretien. Souvent, en fin d'entretien, le recruteur vous dit, bah, vous avez des questions soit vous n'en avez pas, soit vous avez une question potentiellement qui peut arriver, qui peut être assez plate. Voilà. Or, il y a une question magique en fin d'entretien, surtout pour un commercial, qui consiste à dire, OK, quelles sont les autres personnes qui sont en cours ou les autres profils qui sont en cours sur le process de recrutement. Pourquoi c'est une question magique pour un commercial? Parce qu'en fait, quand le recruteur va vous donner des éléments potentiellement sur les autres profils qui sont entre guillemets vos concurrents sur le poste, vous allez pouvoir soit spontanément réagir pendant l'entretien en disant je comprends mieux effectivement pourquoi vous m'avez reçu. En gros, je suis une bonne synthèse de ce besoin ici, ce besoin-là et ce besoin-là. Voilà, potentiellement. Si vous n'arrivez pas et si vous n'avez pas cette spontanéité en entretien pour apporter cette argumentation complémentaire, c'est un super outil pour pouvoir relancer le recruteur dans les quelques heures qui suivent l'entretien avec un petit mail de remerciement, alors vous remercie en tout cas l'interlocuteur de vous avoir reçu, mais surtout pour lui dire que grâce à l'échange, vous avez mieux compris les enjeux du recrutement, que vous avez mieux compris les profils qui étaient en train d'être recherchés et que du coup, pour vous en tout cas, vous correspondez véritablement à ce profil pour ce point-là, ce point-là, ce point-là. Vous avez vu, à chaque fois, je fais exprès d'en prendre 3. Mais en tout cas, vous récupérez ces 3 éléments et en fait, vous aidez le recruteur à prendre la décision de vous embaucher vous plutôt que les autres. Et Madame Bonneau, vous avez des conseils aussi? C'est aussi poser la question toute simple que font rarement les commerciaux, que ce soit un entretien de recrutement ou même un entretien commercial. C'est qu'avez-vous pensé de l'entretien? En question ouverte. La personne, elle répond, elle ne peut pas dire rien. Donc, elle est obligée de répondre. C'est comme un rendez-vous commercial. Qu'avez-vous pensé de l'entretien? Enfin, le nombre de commerciaux que j'ai vus en revenant, ça s'est bien passé? Ouais, super. Et alors, la probabilité de signer? Oh, 50%. Super, j'ai pas besoin de toi pour savoir qu'on a une chance sur 2 de signer. Enfin, c'est juste oui, c'est oui ou non. Par contre, qu'est-ce qui fait que la personne signera? Qu'est-ce qui fait qu'elle signera pas? C'est quoi les freins? Voilà, qu'est-ce qui a manqué? Enfin, ça permet aux recruteurs de s'exprimer et d'entendre, ce qui permet aussi aux candidats de pouvoir se corriger sur un prochain rendez-vous. Et tout comme les rendez-vous commerciaux, les entretiens de recrutement, ça se prépare. Tout à fait. Donc, on n'y va pas en freestyle. Écoutez, merci pour ces conseils. On va peut-être prendre, il nous reste une dizaine de minutes à peine, peut-être prendre quelques questions. Attendez. Est-ce qu'un commercial doit se remettre en cause? Voilà. Oui, bien évidemment. Vous avez déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais vous confirmez? En permanence et sur lui aussi. Il y a cette question de pas remettre en cause ni l'entreprise, ni le produit, ni le service, et encore moins le prix. C'est d'abord se remettre cause en soi. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai vendu, voilà, parce qu'il faut aussi. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vendu? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché?
Et puis il y a des jours pour ça. Enfin voilà, il y a des jours où on est bien. Il faut accepter aussi son rythme biologique, voilà, et savoir l'écouter, c'est important. Juste les auditeurs, si vous voulez poser des questions, c'est un peu maintenant. Donc n'hésitez pas dans le chat. J'ai une autre question de Florence qui nous demande, est-ce qu'on peut passer d'un poste de commercial grand compte à un poste de manager en changeant d'entreprise tout en ayant une expérience de management opérationnel sans avoir de lien hiérarchique? C'est dans les questions, hein, si vous voulez la lire. Oui, je pense que oui. Ce qui sera important pour Florence à mettre en avant, le management transversal, parce que là, c'est ce qu'on parle, hein, sur du key account management, on est plutôt sur du management transversal. Il n'y a rien de plus compliqué, parce que vous devez fédérer différentes personnes qui ont des enjeux différents, en général, voilà, des opérationnels, etc. Donc, c'est des compétences qu'on peut retrouver dans du management direct. Voilà. Et c'est plutôt valoriser tous les aspects de management transversal ou d'animation de projet et autres qu'elle a pu avoir voilà, dans son poste de key account pour le valoriser d'un point de vue hiérarchique. Voilà. Et réussir à montrer en fait toute la cohérence du parcours vis-à-vis du poste sur lequel vous êtes en train de postuler. Plus en fait vous démontrerez en fait la cohérence et le fait que c'est une suite logique, plus en fait le recruteur, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de congruence, hein, parce que c'est la même chose, hein, plus le recruteur va se dire ah bah oui en fait c'est tout à fait naturel dans la suite du parcours de la personne. Donc et ça j'ai envie de dire c'est votre capacité à argumenter. Hein, il n'y a plus et il y a pas et il y aura plus de parcours linéaire. Voilà. On est dans un monde qui est devenu tellement complexe que les parcours vont tous être dits potentiellement atypiques dans les années qui viennent. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire passer comme message. Chaque année, il y a au moins 20 000 postes de commerciaux qui ne trouvent pas preneur. Voilà, chaque année. Donc, il y a de la place, en réalité, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on arrive à démontrer que notre candidature ou notre personne est véritablement adaptée à la situation de l'entreprise. Je reviens sur la question qu'avez-vous pensé de l'entretien? Parce qu'apparemment, on a quand même quelques auditeurs que cette question perturbe. Apparemment, il y en a une personne qui nous dit qu'en fait, récemment, elle a demandé comment s'était passé. Globalement, on lui a dit je n'ai pas le droit de donner cette information. Est-ce que c'est normal? Et voilà. Alors, je peux peut-être répondre, moi, en tant qu'auditeur. Bien sûr que c'est pas normal. La personne qui a répondu ça, mais tout comme la personne qui n'ose pas poser à Audrey la question, ce n'est qu'une question de peur. C'est-à-dire que la chargée de recrutement était peut-être il y a un peu de jeunisme hein, dans les chargés de recrutement, il faut être aussi réaliste. Voilà. Et la personne n'avait juste pas la capacité, au moment où ça s'est passé, de débriefer ou de faire un feedback d'entretien. Ça s'apprend faire un feedback. Hein. Quand on fait un feedback, et là, je vais parler à la consultante, mais je pense pas qu'elle dira que c'est pas vrai. Quand on fait un feedback, on fait un feedback en au moins un point positif et un axe d'amélioration. Et cette recruteuse, ne savait peut-être pas faire un feedback. Elle n'avait pas l'art, en tout cas, de pouvoir faire ce feedback. Et donc, elle a préféré dire et préféré se cacher derrière un prétexte qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de loi qui interdirait à un moment donné une personne de faire un retour. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à vous montrer, pour le coup, là aussi assertif hein, dans votre mode. Elle n'ose pas vous faire de retour. N'hésitez pas à lui dire attendez, je ne comprends pas. Alors, je peux comprendre, ou alors je peux comprendre pour le coup que vous ne puissiez pas me faire de retour par rapport à l'entretien. Voilà, par rapport à notre entretien, c'est peut-être un peu rapide. Vous devez peut-être rencontrer d'autres personnes, mais dans ce cas-là, rebondissez sur quels sont les autres profils que vous devez rencontrer. Voilà, ou qu'est-ce qui vous a plu dans le cadre de notre entretien ou qu'est-ce qui vous plaisait sur mon CV que vous avez retrouvé dans l'échange, mais insistez, la personne à un moment donné se sentira de toute façon obligée de vous répondre. Madame Bonneau, vous maintenez oui, il faut. Oui, je maintiens bien évidemment. Voilà, la question n'est pas une question. Est-ce que je suis pris ou pas? Voilà, c'est là où il faut reformuler auprès du candidat, enfin auprès du recruteur. Je vous demande pas si vous allez acheter ou pas, ou je vous demande pas si vous allez me recruter ou pas. Je vous demande, afin de me faire progresser, quels sont les points forts et les points faibles ou les axes de travail par rapport à l'entretien et quel est votre ressenti à chaud à l'issue de cet entretien. Bien évidemment, on aura je reviendrai vers vous pour un ressenti à froid, mais à chaud, c'est important pour moi d'avoir votre sentiment.
voilà, normalement, il doit y avoir une issue de réponse. C'est ça. Où Autre est-ce que question, vous en pardon. êtes? Où est-ce que vous en êtes de votre entretien, etc. En fait, les questions sont toujours en mode, les questions que vous posez doivent être toujours en mode ce qu'on appelle FOCA. Entonnoir, ouais. Exactement. Des questions de faits, d'opinion, de changement et d'action. C'est où est-ce que vous en êtes? Quels sont les faits? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, en tout cas, pour y arriver, quoi. C'est toujours ce même schéma dans les questions que vous devez poser. Et alors, deux autres questions. Comment peut-on débuter une carrière de commercial avec des études de management et peu d'expérience? Est-ce qu'il faut vraiment avoir de l'expérience et des études vraiment de commerce, ou est-ce qu'il y a moyen de bifurquer J'ai fait l'université, je connaissais j'ai fait comme Cyril, on a fait tous les deux Sciences Éco, on a appris l'entreprise dans des bouquins, autant vous C'est ça. dire que là, voilà. Après, il faut aussi être cohérent, être logique. Enfin, si on postule à un poste de key account manager dans un grand groupe alors qu'on sort des bancs de l'école, bon, on n'est pas super crédible. Donc, il faut savoir commencer par la base, hein, voilà, mais ça C'est ça. permet d'apprendre les basiques. Et je voulais rebondir sur faut être aussi cohérent dans son parcours. Voilà. Le nombre de fois où j'ai vu des CV de commerciaux qui changeaient d'entreprise tous les 2 ans, à un moment donné, sachant que pour produire des résultats, quand même, il faut un peu de temps, donc il faut être crédible aussi sur son parcours. Quelqu'un qui reste 20 ans dans la même entreprise, c'est pas super crédible en termes de capacité d'adaptation, mais quelqu'un qui change tous les 2 ans d'entreprise, c'est pas non plus crédible. Donc il faut aussi réfléchir dans ses choix de mobilité à garder une cohérence, ou en tout cas savoir correctement l'expliquer. Autre question, on va pouvoir en prendre 2, je pense. Sur les simulations de vente, c'est ce qu'on demande souvent lors des entretiens. On nous dit, on demande de vendre des voyages, des carnets, des téléphones, et cetera. Quels conseils vous donnez pour préparer ces simulations? Comment on peut se préparer à ça? Maîtriser les étapes d'un entretien de vente, voilà, enfin, elles sont assez classiques, on les trouve partout. Révisez-les, maîtrisez-les, et c'est important. Et ce qui est important à l'issue de l'entretien, à la rigueur, moi parfois, alors j'en faisais hein, bien évidemment sur le recrutement, a fortiori quand j'avais un doute, mais c'est pas tant le fait que la personne se soit trompée qui m'intéressait, c'est plutôt la façon dont elle pouvait réagir en débrief, voilà, et en feedback. C'était aussi sa capacité à entendre les feedbacks, à s'auto-analyser. Voilà, souvent, je pose la question, qu'est-ce que vous avez bien réussi dans cet entretien pour vous, et qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment? Voilà, déjà, ça c'est important pour moi. Enfin, c'était important pour moi, et la façon dont aussi elle reçoit les feedbacks. Si je lui ai aimé en fait un axe de travail et qu'elle me contre-argumente pour me prouver par A plus B que c'était pas ça qu'elle avait fait, là, ça va être un frein. C'est mauvais signe. Mmh. Et dernière question, parce qu'après il va falloir conclure. Pensez-vous qu'il soit encore possible d'être un bon commercial sans utiliser les réseaux sociaux? J'ai envie de rebondir aussi et d'évoluer si on utilise les réseaux sociaux. Ah bah Puis Cyril. les réseaux sociaux ne remplacent pas le commercial. Enfin, là aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se trompent en disant on fait de l'automatisation sur LinkedIn et je vais supprimer X postes de commerciaux. Non, c'est pas une bonne stratégie. C'est le et qui est important. Et souvent, c'est pas où, c'est toujours le et dans les choix qu'on a à faire. Et c'est comment j'utilise les réseaux sociaux comme j'utilisais le téléphone pour qualifier, pour rentrer en relation, etc., etc. Voilà. Mais il y a des techniques, on ne rentre pas en relation n'importe comment non plus. Hein, voilà. Et pour se vendre soi-même, c'est les réseaux sociaux aussi. Oui. Non, mais le social selling est devenu très important. Alors, il faut savoir l'utiliser et il faut se mettre vraiment dans une dynamique, et je crois que ça restera dans le futur, hein, de donner pour recevoir. C'est-à-dire que la partie réseaux sociaux, on est vraiment sur une dynamique de brain content. Enfin, c'est du contenu pour, à un moment donné, réussir à obtenir quelque chose. Donc surtout aujourd'hui, apprenez à utiliser, et là il y a des tas de formations aussi qui existent, mais apprenez à utiliser LinkedIn au niveau commercial.
Enfin, ce sont des éléments très importants. Écoutez, nous allons conclure si vous voulez bien, parce que l'heure de fin approche. Donc, vous l'avez bien compris, et pour être un bon commercial, il y a tout un tas de qualités. L'écoute, on ne va pas toutes les redire, mais enfin, l'écoute, le relationnel, la remise en question de soi-même, l'énergie situationnelle, relationnelle, intentionnelle, l'enthousiasme, la motivation, l'évolution, être curieux aussi, vous l'avez répété. Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas pour vos 2 interventions très Merci à vous. intéressantes. Merci à nos auditeurs et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Merci, bonne fin de Au revoir. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.